Rendez-vous tout de suite avec l'information et c'est l'heure du Journal Magazine avec Steve Nadjar. Steve, bonjour. Bonjour Philippe, bonjour à tous. C'est avec grand plaisir que je vous retrouve cet après-midi pour une nouvelle édition du Journal Magazine. Vous pouvez nous suivre sur notre application smartphone et en vidéo sur Facebook Live. 3 titres à la une de ce mardi 28 juillet. Benyamin Netanyahou met en garde le Hezbollah. Israël est prêt à tout scénario, a lancé ce matin le Premier ministre depuis le nord du pays où s'est produit un incident hier avec la milice terroriste libanaise. Détails et analyses dès le début de cette édition. C'est le grand jour pour Roni Gamzou. Le nouveau monsieur Corona israélien doit présenter dans les prochaines heures sa stratégie de lutte contre l'épidémie. Après une baisse remarquable ce week-end, les contaminations repartent à la hausse dans le pays. Et puis en France, la mise en garde des ophtalmologues. Attention à l'utilisation du gel hydroalcoolique chez les enfants. Gabriel Attal nous en dira en plus alors que la Belgique et le Maroc ont haussé leur niveau d'alerte face à une nouvelle vague du Covid-19. Voilà pour les titres. Mon invité cet après-midi, le porte-parole de l'ambassade d'Israël en France, Shimon Mercerwood. Nous reviendrons avec lui sur la situation sécuritaire en Israël, mais aussi sur un rapport israélien sur l'antisémitisme en Europe et en particulier en France. Radio J. Le calme est donc revenu au nord d'Israël au lendemain d'un après-midi mouvementé. Les forces de Tsahal ont empêché l'infiltration d'une cellule du Hezbollah près du mont Dov, à la frontière avec le Liban. Rapidement repérés, les 3 à 5 membres de cette cellule ont dû faire machine arrière après avoir été soumis au feu des armes et des tanks israéliens. Bilan: aucun mort dans les deux camps, ce qui permet politiquement d'éviter une confrontation plus massive dans les prochains jours entre Israël et le Hezbollah. Après une conférence de presse commune hier soir avec le ministre de la Défense et Premier ministre suppléant Benny Gantz, Benyamin Netanyahou a de nouveau mis en garde ce matin le mouvement d'Hassan Nasrallah, derrière lequel le Premier ministre voit la main de l'Iran. On écoute Benyamin Netanyahou depuis le centre de commandement nord de Tsahal à Safed. Je suis impressionné par le fait que Tsahal soit préparé à tout scénario possible. Nous continuerons à agir pour contrecarrer l'implantation militaire de l'Iran dans notre région. Nous ferons tout ce qui sera nécessaire pour nous protéger. Et je suggère au Hezbollah de prendre en considération ce fait simple: Israël est prêt à tout scénario. Benyamin Netanyahou tout à l'heure à Safed, un réchauffement de la frontière qui concerne également au premier chef le gouvernement libanais. Israël a en effet prévenu à maintes reprises que les autorités du pays du Cèdre seraient tenues pour responsables d'une attaque du Hezbollah contre le territoire israélien. Le premier ministre libanais Hassan Diab a néanmoins dénoncé sur Twitter, je cite, une violation de la souveraineté nationale par Israël, une dangereuse escalade militaire selon Diab qui appelle néanmoins à la prudence, des propos qui feront à coup sûr réagir dans quelques instants le porte-parole de l'ambassade d'Israël en France, Shimon Mercerwood, qui est avec nous sur ce plateau. Mais avant cela, on part tout de suite à Jérusalem pour retrouver notre correspondante permanente Pascal Sunshine. Pascal, si la milice chiite libanaise a choisi une fois de plus ce secteur du Hardov pour lancer son attaque, ce n'est pas vraiment un hasard. Le secteur de Hardov est important pour le Hezbollah, non pas tant pour sa position stratégique, mais parce qu'il lui sert de prétexte à attaquer Israël. Lorsqu'Israël s'était retiré du Sud-Liban en mai 2000, il avait maintenu sa présence sur la zone frontalière orientale, dans le secteur dit des fermes de Sheba, qui jouxte la frontière syrienne. L'ONU avait validé le retrait israélien en deçà de la frontière internationale avec le Liban. Les Nations Unies avaient également pris note de la décision israélienne de conserver le contrôle de Hardov au motif que ce site n'avait jamais appartenu au Liban, mais qu'il avait été conquis sur la Syrie lors de la guerre des 6 jours en 1967. Depuis, les Nations Unies n'ont pas modifié leur opinion, même après la deuxième guerre du Liban de 2006. Ce qui n'a donc pas empêché l'organisation terroriste chiite libanaise de lancer régulièrement des attaques dans le secteur de Hardov au motif que la montagne aurait fait partie du Liban sur les cartes du protectorat français au début du siècle dernier. Dans cette zone escarpée de Haute-Galilée qui jouxte le plateau du Golan, il n'y a pas de barrière de sécurité, mais plusieurs avant-postes de Tsahal. La zone est évidemment étroitement surveillée, ce qui n'a pas toujours suffi à empêcher le passage de commandos terroristes et d'embuscades. C'est là qu'en octobre 2000, le Hezbollah avait tué et enlevé 3 soldats de Tsahal en patrouille sur la
la frontière. L'organisation terroriste avait fait croire que les Israéliens étaient toujours en vie avant de rendre leur dépouille au bout de 4 ans contre plusieurs centaines de prisonniers palestiniens. Le Hezbollah avait d'ailleurs renouvelé le scénario en juillet 2006, plus à l'ouest sur la frontière, avec l'attaque et l'enlèvement de 2 réservistes de Tsahal. C'est ce qui avait déclenché la deuxième guerre du Liban. À l'automne dernier, c'est encore près de Hardov que le Hezbollah avait tiré une roquette anti-char contre une ambulance militaire israélienne, heureusement sans faire de blessés. Le type d'incident auquel on a assisté hier est donc de ceux qui peuvent rapidement évoluer vers une confrontation ouverte. Ce n'est pas un hasard si Tsahal avait, dès le début de l'après-midi, donné ordre à tous les habitants de Haute-Galilée, de la Méditerranée jusqu'au Golan, de se retrancher chez eux en attendant la fin de l'accrochage. Les frontaliers israéliens disent d'ailleurs qu'ils sont entraînés à passer de 0 à 100 et inversement en l'espace de quelques secondes. Le Hezbollah avait annoncé qu'il riposterait pour la mort de l'un de ses miliciens tué la semaine dernière à Damas dans un raid attribué à Tsahal et qui visait un dépôt d'armes iranien. L'organisation terroriste pro-iranienne a coutume de venger la mort de ses hommes comme une légitimation de son action présentée comme une défense du Liban, même si la milice chiite est d'abord aux ordres de l'Iran. Ce qui explique aussi qu'Israël, s'il contrecarre systématiquement ses attaques, veille aussi à ne pas franchir un certain seuil offensif dans la mesure où il n'y a pas de perte en vies humaines. Entre l'arsenal de 150 000 roquettes du Hezbollah pointées sur Israël et la présence iranienne en Syrie, il peut suffire d'une étincelle pour embraser tout le front nord. Bonjour Shimon Mercerwood. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation cet après-midi. Vous êtes le porte-parole de l'ambassade d'Israël en France. Comment qualifiez-vous l'incident d'hier près de Hardov ? Est-ce un incident pas banal, selon les mots de Benjamin Netanyahou, ou un incident sans conséquence à partir du moment où la tentative d'infiltration a échoué ? Aucune tentative de infiltrer le territoire israélien et d'attaquer aux soldats israéliens n'est pas banale. Dans ce cas-là, le Premier ministre a tout à fait raison. Cela dit, il semble pour le moment que l'incident a été, pour ainsi dire, contenu. Qu'on peut dire, de notre côté, maintenant, on peut passer à la vie normale. Nous n'avons pas aucune intention de continuer les échanges de feu avec Hezbollah. Et on veut revenir à notre vie normale, qui est notre but principal, c'est de vivre notre vie normale sans aucune conflagration avec nos voisins. Autrement dit, la parenthèse ouverte hier après-midi est close du point de vue israélien en tout cas. Oui, de point de vue israélien, il n'était jamais ouvert. C'est pas nous qui avons voulu cet incident, c'est pas nous qui avons voulu avoir toutes sortes de confrontations avec les Hezbollah. Donc notre point de vue, c'est... L'autorité israélienne ne considère pas qu'il faudrait, dans les prochains jours, riposter de manière plus large contre le Hezbollah, par exemple au sud du Liban, pour marquer le coup après ces tentatives d'infiltration sur le territoire israélien. Non. Les autorités israéliennes, Shimon Mercerwood, estiment-elles que le risque d'embrasement à la frontière nord est plus sérieux que ces derniers mois ? Il faut toujours être vigilant. Il y a plusieurs facteurs, notamment dans l'affort intérieur libanais. Comme vous le savez, il y a une crise épouvantable au niveau économique et politique. Il y a plusieurs forces politiques au Liban qui à juste titre, accusent les Hezbollah de aggraver la situation. Et il y a une possibilité que, face à ces accusations, les Hezbollah essayent de faire une sorte de fuite en avant et commence une sorte de confrontation avec Israël pour faire taire les critiques, pour distraire l'opinion publique, etc. Donc, c'est le scénario envisagé par Israël ? C'est un des scénarios envisagés par Israël. Cela dit, je pense que l'Hezbollah est très très conscient de notre capacité militaire. Ils savent très très bien le prix qu'ils vont payer si ils osent déclencher une autre guerre avec Israël. Je rappelle que le secrétaire général de Hezbollah lui-même a dit la dernière fois, si j'avais su à quel point la réponse israélienne allait être dévastatrice, j'aurais jamais attaqué Israël.
On dit à cet égard que les Iraniens ont tapé du poing sur la table en 2006 après l'opération lancée par Nasrallah contre les forces israéliennes. Tout à fait, parce qu'ils voient l'Hezbollah comme un outil et pas comme un agent autonome qui peut prendre ses propres décisions au profit du Liban. Et aujourd'hui, justement, les Iraniens, est-ce qu'ils ont intérêt à calmer le jeu sur la frontière nord d'Israël, compte tenu des échéances électorales, notamment américaines, qui pourraient changer un certain nombre de choses? N'étant pas le porte-parole de l'ambassade iranienne, je vais passer de cette commentaire. Je pense que les Iraniens ont intérêt de concentrer sur leurs propres problèmes domestiques, économiques, sanitaires, politiques et autres, et n'est pas dépendre tant d'argent et tant de ressources sur les guerres régionales. Mais ça, c'est leur affaire à eux. Et de notre point de vue, donc, comme j'ai dit, oui, il y a une certaine inquiétude face à ce qu'on voit au Liban. On craint que si l'État libanais s'écroule, l'Hezbollah risque d'en profiter. Mais on est toujours vigilant. Ça dépend pas d'une situation politique telle ou autre au Liban pour que nous soyons vigilants. Est-ce que l'incident d'hier après-midi est l'illustration de ce qu'on qualifie de doctrine Nasrallah, savoir que chaque mort dans les rangs du Hezbollah implique de la part de l'organisation terroriste une riposte contre Israël? Et est-ce que, question subsidiaire, est-ce que les frappes attribuées à Israël ou reconnues par Israël en Syrie contre la milice ou des forces pro-iraniennes sur le territoire syrien peut amener le Hezbollah à d'autres applications de cette doctrine? Je ne sais pas à quel point le secrétaire général de Hezbollah est sincère quand il déclare cette doctrine, comme vous le dites. Je ne sais pas si l'intention était de faire des morts côté israélien, si l'intention était de faire semblant d'avoir fait quelque chose pour cocher la case. Et encore une fois, je suis pas le porte-parole d'Hezbollah, je vais pas rentrer dans leur logique et rentrer dans leur considération. Je dis juste que de notre côté, on n'accepte aucune entorse à notre souveraineté, à notre sécurité, et nous allons réagir d'une manière très 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 forte à toute menace aux vies de nos peuples. Shimon Mercer-Houd, vous restez avec nous. On ouvre maintenant la page coronavirus de ce journal après une hypothétique accalmie hier. Les derniers chiffres du ministère de la Santé confirment la situation alarmante dans laquelle se trouve l'État hébreu. 2001 nouveaux malades ont été diagnostiqués pour la seule journée d'hier, soit un peu plus de 32 000 cas actifs. Le nombre de morts s'élève, lui, à 480. Et alors que 321 patients se trouvent dans une situation jugée sérieuse, les hôpitaux sont à bout de souffle. 1/5 des établissements hospitaliers ont d'ores et déjà atteint leur capacité maximale d'accueil dans les services Corona. Le personnel des centres de dépistage pourrait, pour sa part, bientôt se mettre en grève, harassé par la tâche herculéenne qui est la leur. Le quotidien Israël Hayom évoque 16 heures à 24 heures de travail d'affilée pour certains techniciens de laboratoire. Des questions qui seront peut-être évoquées tout à l'heure par le monsieur Corona israélien, nommé coordinateur national de la lutte contre la pandémie. Le professeur Roni Gamzou doit présenter aujourd'hui son plan stratégique qui devrait faire la part belle à Tzahal dans la gestion à venir de la seconde vague de l'épidémie. Un sujet que l'on retrouve à la une des médias israéliens du jour, aux côtés évidemment de l'actualité sécuritaire. Une revue de presse signée Daniel Haïk en partenariat avec Studio Kalita. Ce matin, c'est avant tout la présentation du plan d'action du nouveau coordinateur national de lutte contre le Covid-19, le professeur Roni Gamzou, qui intéresse la presse. Le Israël Hayom mentionne ce plan intitulé Magen Israël, le protecteur d'Israël, un plan qui renferme plusieurs démarches importantes comme la détermination de critères très clairs de restriction, la rupture de la chaîne de contamination et l'amélioration de la communication sur l'épidémie afin essentiellement de restaurer la confiance de l'opinion publique. Le professeur Ronit Calderon Margaliot, qui est une experte en épidémiologie, affirme ce matin dans son éditorial que le défi du professeur Gamzou sera de réduire et de briser la chaîne de contamination tout en essayant de permettre à la population de continuer à mener un train de vie quasiment normal. Pour qu'il réussisse, il doit disposer des pleins pouvoirs pour faire bouger les choses. Son succès, écrit-elle, sera notre succès. Le Israël Hayom fait le suivi de sa manchette d'hier sur les laborantins israéliens qui croulent sous le poids des tests et qui réclament une augmentation de salaire. Il s'avère que le message est bien passé puisque ces laborantins devraient recevoir
Une augmentation de salaire conséquente pour un montant total de 30 millions de shekels. Et puis une déclaration faite hier sur les ondes de la radio israélienne et qui est depuis presque passée inaperçue par l'ensemble des médias qui apparemment ne veulent peut-être pas la mettre en exergue pour certaines raisons inconnues. Le directeur général du ministère de la Santé, le professeur Chezi Lévy, a reconnu que les manifestations de protestation devant la rue Balfour, devant la résidence du Premier ministre, sans respect des distanciations sociales, étaient particulièrement propices à propager le virus. Le Haaretz, dans son éditorial central ce matin, souligne à ce propos que le ministre de la Sécurité intérieure, Amir Ohana, fait tout pour empêcher la tenue de ces manifestations de protestation. Le Haaretz espère que le conseiller juridique du gouvernement, Avichai Mandelblit, l'en empêchera. Le Yediot Ahronot lui consacre ce matin sa manchette à l'ancien ministre de la Santé Yaakov Litzman et à l'ancien directeur général du ministère Moshe Bar Siman Tov. Et dans son supplément du Shabbat à paraître vendredi, le journal nous détaille les carences constatées dans leur gestion de la crise depuis son origine, c'est-à-dire le milieu du mois de janvier, jusqu'au jour où ils ont quitté leurs fonctions il y a quelques semaines. Le journal nous indique par ailleurs que les primes annoncées il y a 2 semaines par le Premier ministre ne seront finalement pas versées dans le compte de ceux qui doivent en bénéficier avant le jeûne de Tisha B'Av, qui tombe ce jeudi. Il s'agit de virements faits à plus de 6 millions de personnes. Cela prend apparemment plus de temps que prévu. Et j'ajoute dans ce dossier que le gouvernement va octroyer des aides supplémentaires aux familles nombreuses. Le plan de soutien à l'économie de 6 milliards de shekels prévoyait initialement 3 000 shekels, soit environ 750 € pour les familles de 3 enfants et plus. Inacceptable pour les ministres orthodoxes de la coalition, mais aussi pour les députés arabes. Finalement, les Israéliens recevront 500 shekels supplémentaires pour le 4e enfant, 250 pour le 5e et 100 shekels pour le 6e et au-delà. De quoi mettre un peu de beurre dans les épinards en cette période de crise et surtout d'éviter de nouvelles tensions au sein de la coalition gouvernementale. L'actualité internationale maintenant avec cette nouvelle explosion en Iran. Cette fois, c'est un réservoir de carburant qui a pris feu dans la province de Kermanshah, dans l'ouest du pays. L'origine de l'incident est actuellement recherchée par les autorités iraniennes. Plusieurs explosions ont touché l'Iran ces dernières semaines, en particulier sur des sites liés au programme nucléaire et balistique de la République islamique. On part maintenant aux États-Unis avec vous, Gabriel Attal. Bonjour. Bonjour Steve. Le premier débat de la présidentielle américaine entre Donald Trump et Joe Biden se tiendra finalement le 29 septembre à Cleveland. Et on va entendre le clip de Joe Biden, la fin du clip. Donc ce premier débat qui se tiendra le 29 septembre, cela fait suite au désistement hier de l'université de Notre-Dame dans l'Indiana en raison des inquiétudes concernant la pandémie de coronavirus. Le révérend John Jenkins, président de l'établissement universitaire, a déclaré que les précautions sanitaires nécessaires pour organiser le débat auraient considérablement diminué la valeur éducative de l'organisation du débat sur notre campus. L'assiduité des étudiants serait limitée et les opportunités de bénévolat réduites au minimum, a déclaré Jenkins. Le deuxième débat présidentiel aura lieu le 15 octobre prochain à Miami et le troisième et dernier le 22 octobre à Nashville. Un débat entre le vice-président Mike Pence et le candidat démocrate à la vice-présidence, encore inconnu, se déroulera à Salt Lake City le 7 octobre. Gabriel, un panel du Comité national démocrate a rejeté hier une motion conditionnant l'aide américaine à Israël dans le cas où celle-ci serait utilisée pour annexer des pans de la Judée-Samarie. La motion aurait dû figurer dans le programme de campagne du parti pour les élections 2020. 117 membres du comité se sont opposés à la motion contre 34 et 5 abstentions. La proposition aurait également inclus l'ajout de références à l'occupation dans le programme de campagne. Et celui-ci avait ainsi demandé au comité de rédaction de reconnaître la présence d'Israël en Judée-Samarie comme illégale et de chercher à y mettre fin. Le texte final, qui exposera les principales positions politiques du parti pour les 4 prochaines années, va continuer à être débattu jusqu'au Congrès des démocrates en août. C'est à ce moment que le contenu du programme de campagne sera dévoilé au public. On écoute le clip de campagne de Joe Biden. Un clip à retrouver sur la page officielle de Joe Biden. Merci Gabriel, 14h20. On marque une pause et on se retrouve dans un instant pour la deuxième partie de ce journal magazine en compagnie du porte-parole de l'ambassade d'Israël en France. Vous êtes bien sûr à Radio J, à tout de suite. L'actualité en France avec Gabriel à nouveau. Gabriel Attal, la crise du coronavirus.
rendu les gels hydroalcooliques indispensables, mais cette pratique comporte une part de risque, notamment pour les plus petits. La Société française d'ophtalmologie a cependant tiré la sonnette d'alarme dans le Parisien concernant les lésions oculaires causées par ce désinfectant chez plusieurs enfants. Ces distributeurs font environ 1 mètre de haut et de plus en plus de petits en voulant se nettoyer les mains en reçoivent dans les yeux, ce qui occasionne des brûlures oculaires parfois sévères, a expliqué le président de la Société française d'ophtalmologie. Le professeur Gabisson avertit quant à lui, il suffit de 30 secondes pour que l'épiderme de la cornée se décolle avec un alcool à 20%. Là, les gels hydroalcooliques en contiennent 60 à 80%. Pour limiter ces incidences, l'hôpital Rothschild recommande de mettre en place des précautions supplémentaires dans le positionnement de ses distributeurs dans les lieux publics. Il préconise également un affichage plus précis des risques oculaires graves par solution hydroalcoolique. Et dans le monde, Gabriel, on observe une recrudescence des contaminations au Covid-19, notamment en Belgique et au Maroc. La Belgique est un des pays qui compte le plus de morts de la Covid-19 par rapport à sa population, 85 pour 100 000 habitants. Un nouveau durcissement des mesures a été annoncé hier soir. À partir de demain et lors des 4 prochaines semaines, les Belges ne seront autorisés à voir de façon approchée que 5 personnes par foyer au lieu de 15. Ils sont aussi invités à faire leurs courses seuls et à les limiter à 30 minutes. Au Maroc, la recrudescence des cas positifs a poussé les autorités à prendre des mesures dimanche soir. Les 8 principales villes du pays ont été fermées. Les déplacements depuis ces villes et vers ces villes sont interdits. Mais cela a provoqué des embouteillages monstres et des scènes de désordre dans des gares bondées. Des voyageurs se sont précipités pour rejoindre au plus vite leur domicile ou leurs proches, alors que vendredi, ils doivent fêter l'Aïd al-Adha, la fête musulmane du sacrifice. Merci Gabriel Attal. L'hommage à Simone Veil, de nouveau vandalisé à Paris, rue d'Ulm. Cet hommage graphique avait été rendu à Simone Veil par l'artiste C215. Ce dernier a indiqué sur Twitter qu'il l'a restauré. On retrouve à nouveau Shimon Mersaroud, le porte-parole de l'ambassade d'Israël en France. On parle avec vous cette fois, Shimon Mersaroud, d'antisémitisme. La ministre des Diasporas, le ministre peut-être, Omer Yankelevitch. La ministre. J'avais bon la première fois. A présenté ce week-end les derniers chiffres de l'antisémitisme numérique en Europe. Le constat est alarmant, en particulier en France, Shimon Mersaroud. Tout à fait. Alors, le ministère des Diasporas en Israël, dont la ministre ministre maintenant est en effet Omer Yankelevitch, fait une veille numérique en continu des contenus antisémites en ligne et ayant pris ses fonctions, elle a demandé rendez-vous avec l'ambassadeur de l'Union européenne en Israël pour lui présenter les données. Les données sont, comme vous dites, alarmantes. Dans 2 mois de pandémie, on a recensé 14,21 000 tweets antisémites. Et ça, je parle pas d'antisémitisme en ligne globalement, juste sur Twitter. 14,21 000 tweets antisémites et dont 9,15 000 Français. Donc, c'est un peu décevant de voir que la France est entre double guillemets la champion de l'antisémitisme en ligne en Europe. Avec des tweets souvent liés à la pandémie du Covid-19. Oui, en fait, il y a plusieurs catégories. La catégorie la plus forte, c'est la démonisation des Juifs et les théories complot. Donc, en effet, toutes les théories complotistes autour de Covid auraient alimenté cette tendance inquiétante. Notamment autour de l'ancienne ministre française de la Santé, Agnès Buzyn. Oui, entre autres. Et on voit qu'en fait, il y a 3000 comptes qui ont émis ces 9000 tweets antisémites. Donc, c'est pas seulement un petit groupe qui émettent cette haine en ligne. C'est vraiment un nombre très inquiétant de comptes. En un mot, Shimon Mersaroud, qu'est-ce qu'Israël peut faire pour aider les différents acteurs européens, publics et privés, pour faire reculer cet antisémitisme numérique? D'abord, il y a des moyens, des logiciels que nous utilisons, que nous pouvons mettre à disposition des autorités pertinentes en France ou ailleurs. Il faut savoir qu'il y a un dialogue intergouvernemental entre la République française et l'État d'Israël sur ce sujet, où justement on présente nos capacités, nos outils numériques, nos recherches, et on essaye de le mettre à la disposition de la France, où avec la nouvelle loi contre la haine en ligne, on espère que ça sera plus facile d'endiguer ce fléau. Eh ben, on l'espère avec vous. Merci beaucoup, Shimon Mersaroud, d'avoir été notre invité cet après-midi. À très bientôt.
Un mot encore de l'actualité en France avec la mort de Gisèle Halimi, l'une des grandes figures du féminisme français, est morte aujourd'hui à l'âge de 93 ans. Gisèle Halimi avait notamment défendu Marie-Claire Chevalier, mineure jugée pour avoir avorté à la suite d'un viol lors d'un procès historique en 1972 à Bobigny. On va se retrouver dans un instant avec Eric Lewin pour sa chronique hebdomadaire, sa chronique du mardi, Israël Business. À tout de suite. Retrouvez Radio J sur YouTube, la chaîne Radio J. Cannes, la Croisette et ses plages. Pour vos vacances, l'hôtel Montagne & Spa 4 étoiles vous propose ses chambres et suites dans une atmosphère à la fois raffinée, feutrée et chaleureuse. Le spa de l'hôtel Montagne, un voyage sensoriel inégalable sur 250 mètres carrés. La synagogue et traiteur cachère sont à seulement 500 mètres. Hôtel Montagne & Spa à Cannes. Tarif exceptionnel pour les auditeurs de la station avec le code Radio J 2020 sur hôtel-montagne.com. hôtel-montagne.com. Radio J, 14h27, Israël Business avec Eric Lewin. Oui, j'ai fourché Eric Lewin et Steve Nadjar. Bonjour Eric. En direct. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre chronique Israël Business. Aujourd'hui, vous nous parlez d'une société israélienne qui, cette fois, se trouve dans le rôle du prédateur. Il s'agit d'Amdocs. Oui, écoutez, parce que toutes les semaines, je vous parle des sociétés israéliennes qui disparaissent, qui se font racheter par des sociétés américaines. Donc là, quand même, pour une fois que j'en ai trouvé une qui achète une société notamment irlandaise, c'est Amdocs. C'est un spécialiste dans le logiciel et les services pour les fournisseurs de services de communication, encore de services financiers. C'est une pure tech, comme on dit, une pure technologie. Elle a été créée au début des années 80 en Israël. Elle a maintenant son siège social, ça ne vous étonne pas, aux États-Unis, dans le Missouri. Et elle vient ainsi d'acheter pour $180 millions en cash, c'est-à-dire en monnaie trébuchante, comme on dit, le spécialiste irlandais du cloud computing ou encore ce que l'on appelle l'informatique dans les nuages. La société s'appelle Opnet. La somme déboursée représente environ 2,5 fois le chiffre d'affaires de la cible, mais ce n'est pas grand-chose eu égard à la santé financière d'Amdocs insolente. 762 milliards de cash, c'est-à-dire de trésorerie dans ses caisses, avec 4500 employés en Israël, 25 000 dans le monde. La société est une multinationale, elle est cotée notamment au Nasdaq et elle vaut plus de 8 milliards de dollars. Ça fait rêver, surtout dans ce contexte troublé que nous connaissons. Le Covid-19 commence en effet à faire des dégâts avec par exemple le Reebok qui ferme ses boutiques en Israël. Filiale d'Adidas, elle a 7 magasins en Israël, alors 2 seront transformés en magasins Adidas, qui est donc l'actionnaire majoritaire de Reebok. Il faut savoir que la stratégie du groupe dans le pays, en Israël, passe maintenant par le développement des ventes online, qui sont en très forte augmentation. Alors pourquoi une telle stratégie? C'est très simple. Quand vous passez par le online, vous avez beaucoup moins de frais de personnel, beaucoup moins de loyers liés aux boutiques. Il n'y a pas de problème de Covid, parce que la boutique, qu'elle soit fermée ou pas, finalement, vous arrivez à vendre. Ce pourrait être malheureusement la tendance des prochaines années pour certainement grand public au détriment de l'emploi. Alors pour l'instant, le luxe semble épargné dans la mesure où les consommateurs semblent toujours vouloir aller dans les boutiques pour s'acheter un sac Chanel ou une cravate Hermès, mais d'une façon générale, le confinement a accéléré la montée en puissance du online, qui reste vraiment une tendance de fond dans le monde du commerce. Ça peut être un recours pendant cette période de je sais pas s'il faut s'en réjouir, parce que franchement, ça laisse quand même beaucoup de salariés sur le carreau. Là, c'est vrai qu'il y a 5 magasins fermés, mais il y a des grandes chaînes qui pourraient en faire de même en Israël. Et puis Eric, on va parler maintenant de macroéconomie. Cela fait longtemps qu'on n'en parle pas avec le ministère des Finances, qui est assez pessimiste sur l'économie israélienne. Oui, alors habituellement, quand vous avez un ministère de l'économie et des finances, il est plutôt optimiste. Il essaye de voir le verre à moitié plein. Là, on est plutôt dans le verre à moitié vide, avec des prévisions de croissance assez angoissantes, entre moins 5,9% et moins 7,2% cette année pour le PIB israélien. C'est nettement plus que les 5,4% de contraction prévues il y a quelques semaines, et cela est dû bien sûr aux nouvelles mesures de confinement. Alors la reprise pourrait être importante l'an prochain, mais encore une fois, avec le Covid, on a des estimations qui sont énormes, entre 2,2% de croissance et 5,7%. Il faut bien comprendre que nous sommes face à une situation sans précédent, dans la mesure où on ne sait pas mesurer et quantifier les effets d'une pandémie. On n'avait pas ça la crise de 87, on n'avait pas ça la crise de 2008, parce que c'était soit des crises économiques, soit des crises purement financières. Donc on savait que quand on mettait des mesures monétaires et des mesures budgétaires, l'économie finissait par remonter. Là, on n'en sait rien. Deuxième vague, troisième vague, on entend tout et son contraire en permanence. Le gros point noir en Israël, c'est ce fameux déficit budgétaire, 13% du PIB, une dette publique qui est au-dessus des 75%. Alors la grande problématique, choc sans précédent, énorme choc sur l'emploi, j'insiste sur l'emploi, taux de chômage de plus de 20% et une hausse des dépôts de bilan de l'ordre de 75%. Alors il y a beaucoup de critiques en Israël, notamment sur la politique du gouvernement, pour demander au gouvernement de changer de cap et d'avoir un programme économique de sortie de crise, et non pas des mesures de saupoudrage
sauvera. Jusqu'à présent, le gouvernement a déboursé de l'argent, annoncé des plans de sauvetage sans véritable stratégie. Ce n'est pas moi qui le dis. Il y a par exemple des anciens responsables de la Banque d'Israël qui critiquent vraiment cette politique économique en disant il faut vraiment un changement de cap, il faut une stratégie claire, nette et précise et pas du saupoudrage. On verra si le gouvernement Netanyahou va tenir compte de toutes ces réflexions. En tout cas, la situation est quand même un peu compliquée. Et on le verra avec vous, Eric. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. Allez, avant de nous quitter, un mot sur le temps du jour avec Alexandra Sénigou. Bonjour Alexandra. Bonjour Steve. Les prévisions de cet après-midi? Aujourd'hui en Ile-de-France, un ciel bleu avec 26 degrés cet après-midi à Paris. Ce mardi, il fait moins chaud qu'hier, avec un risque tout de même d'orage entre l'Auvergne et Rhône-Alpes. Dans l'Est, du soleil cet après-midi avec 30 degrés du côté de Strasbourg. Plus de fraîcheur tout de même sur la côte normande avec 19 degrés à Trouville. À Lyon, de la chaleur encore et toujours. Le mercure atteindra les 34 degrés. Du côté de Bordeaux, de belles éclaircies. Le thermomètre indiquera 25 degrés. Sur la côte d'Azur, les températures restent très estivales et idéales pour la baignade avec 29 degrés à Juan-les-Pins, 27 du côté de Cannes et 28 à Marseille. Et le temps en Israël, Alexandra? Eh bien, en Israël, Steve, le soleil est également au rendez-vous, avec 34 degrés à Jérusalem et Tel Aviv cet après-midi, du beau temps à Haïfa et à Ashdod avec 32 degrés, et le record de température sera atteint à Eilat avec 41 degrés. Merci Alexandra, voilà, c'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Retour de l'information à 15h avec le Flash qui vous sera présenté par Gabriel Attal. Tout de suite, le Sioum. Merci de votre fidélité à Radio J, bel après-midi, portez-vous bien.